On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Bien. Pour notre leçon d'histoire d'aujourd'hui, nous parlerons des deux grandes guerres mondiales. Quelles étaient ces deux grandes guerres mondiales? Toi, Malamane? Ces deux grandes guerres mondiales sont 14-18 et 39-45. Bien. Comment on appelait les Africains qui ont participé à ces deux guerres? Toi, Mouminatou? On les appelait les tirailleurs. On est allé sauver l'honneur de la patrie. Lorsque les balles sifflaient, il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Africain. Sur les plis du drapeau, on a inscrit aussi quelques faits d'armes qui a fait la grandeur de la France. La plupart de nous n'ont vu la France que pour l'île de son sang. Notre sang se trouve en Champagne, notre sang se trouve dans la Somme, notre sang se trouve à Strasbourg, notre sang se trouve à Toulon. Ces images d'Épinal, extraites du Petit Journal, hebdomadaire populaire à grand tirage du début du siècle, racontent la première intervention des tirailleurs sénégalais hors de leur territoire au Maroc en 1908. Créés par le général Faidherbe à la fin du Second Empire, ils furent composés au début de la colonisation d'esclaves rachetés, ensuite d'engagés. Ils formeront pendant la Première Guerre mondiale la Force Noire, tant vantée à l'époque par le général Mangin. Plus chère à canon que force réellement opérationnelle au commencement de la guerre, elle servira surtout à combler les pertes européennes occasionnées par la boucherie du chemin des Dames et de Verdun. Pour justifier l'emploi inconsidéré et sanglant de ce matériel humain, les politiques français mettront en avant au début du siècle le coût de la colonisation. En 1909, Messimy, alors ministre de la Guerre, déclarait « L'Afrique noire nous a coûté des monceaux d'or, des millions de soldats et des flots de sang. Mais les hommes et le sang, elle doit nous les rendre avec usure. » Dès les premiers combats de 1914, cette soi-disant dette se soldera par un carnage. Mal préparés, mal employés, paralysés par le froid, les premiers bataillons sénégalais engagés sur le front seront massacrés. Ils ont été décimés. Et ils ont été surtout employés contre la garde prussienne et avec une artillerie ennemie surabondante. Par exemple, au mois de novembre 1914, à Furnes, en Belgique, chef-lieu du gouvernement belge, il est revenu seulement 11 tirailleurs. Je dis bien 11 tirailleurs d'une compagnie, c'est-à-dire d'une compagnie de 180. Et en arrivant sur la place du village, comme c'était l'anniversaire du roi Albert Ier, une musique jouait. Et ces pauvres 11 Africains ont cru que cet orchestre jouait pour eux. Et ils se sont mis à danser. À la fin de la Première Guerre mondiale, sur 134 000 tirailleurs sénégalais engagés, 30 000 furent tués et 35 000 blessés. Qui était Blaise Diagne? Abdou? Blaise Diagne était le premier député noir élu au Parlement français. Il était chargé d'une grande mission de recrutement de tirailleurs à travers l'Afrique pour encourager ses frères africains à aller se battre en Europe avec les Français. Il leur disait, en versant le même sang, nous gagnerons les mêmes droits. Après la guerre, comment les appelait-on? Toi, Abdou? Après la guerre, on les appelle les anciens combattants.
Comme les troubadours du Moyen-Âge, le griot de Ziguinchor, capitale de la Casamance, chante la saga de l'adjudant Bourama Diémé. Surnommé au Sénégal Guinaro, l'homme dangereux, c'est un personnage mythologique, mi-guerrier, mi-génie, au gris-gris tout-puissant, indestructible autant qu'inquiétant. Héros incontesté de l'infanterie coloniale, Bourama Diémé est un des rares sous-officiers commandeurs des Légions d'honneur. Il vit aujourd'hui plus que modestement dans la grande banlieue parisienne où il s'épuise à 73 ans à faire reconnaître son droit contesté à la nationalité française et à retrouver sa dignité perdue. Son surnom, c'est Guinaro. C'est un homme courageux. Le Guinaro, c'est un génie. C'est dans la mythologie africaine, c'est un génie qui est dangereux, qui est très dangereux, qui tout en faisant l'air de collaborer, mais ne pardonne pas. Alors, si vous avez envie de vous gratter, il va venir vous gratter. Mais il ne s'arrêtera pas, il va vous gratter jusqu'à l'os. Bourama Diémé, c'est le guerrier sénégalais. C'est un personnage dont tout le Sénégal est fier pour son comportement au feu et sa vie militaire. Pendant près d'un siècle, ces affiches de ce qu'on appelait la coloniale ont fait rêver des générations en mal d'exotisme ou sans avenir dans une France paysanne qui commençait sa mutation. Ce fut le cas de l'ariégeois Maurice Rive, aujourd'hui colonel en retraite, et historiographe des tirailleurs sénégalais. Greffier de notre passé colonial, il découvre en fouillant à notre demande le dossier de l'adjudant Bourama Diémé la réalité du cynisme politique toujours présent dans cette histoire oubliée. Quand j'étais enfant, devant la pharmacie de mon village, il y avait un thermomètre. Au bas, il y avait marqué moins 40 Sibérie et en haut, plus 35 Sénégal. Alors j'évoquais ce Sénégal où la température était torride et où certainement, si je devais y aller, je trouverais une mort affreuse. Ensuite, un général des troupes coloniales venait en permission dans ma bourgade. Et il était accompagné de deux tirailleurs sénégalais comme ordonnance. À voir ces immenses gaillards bardés de ceinturons, de bandes molletières, en gros drap, avec une belle chéchia rouge, j'étais attiré pour servir dans ce corps. Je suis entré dans les troupes coloniales par vocation. Et certainement, je devais avoir une propension à servir dans les troupes africaines, car originaire d'une vallée de l'Ariège, où nous étions si pauvres, on nous appelait les mange-mille. En effet, mes ancêtres s'expatriaient au Sénégal comme colporteurs pour vendre des rubans et des épingles. Autre destin exemplaire d'un petit paysan saisi par l'Afrique, celui de Guy Géorgie, administrateur puis gouverneur des colonies, avant de devenir ambassadeur de France. Le problème qui s'est posé, c'est celui de la vocation coloniale. Comment un garçon de ma génération, par exemple, pouvait être porté vers l'Afrique ou vers une situation coloniale. Là aussi, c'est que dans notre pays, en Occident, moi j'étais le fils d'un paysan perdu au fond de la Dordogne et qui n'était pas spécialement tourné, vous vous rendez bien compte, vers l'Afrique, mais il y a toujours eu, dans les peuples occidentaux notamment, et en France notamment, une soif de l'ailleurs, un désir d'aller voir chez les autres comment ça se passe. Bon. C'est donc ce désir d'aventure généralisé qui se concrétisait d'autant plus facilement sur l'Afrique que l'on entendait tout autour de soi une espèce de saga coloniale qui venait que même dans le village, de nombreuses personnes avaient été ou chasseurs d'Afrique, ou avaient été zouaves, ou avaient été quelque chose. Il y avait toujours un grand-oncle qui avait été quelque part et où l'on parlait beaucoup de l'Afrique. Il y avait aussi une très grande propagande et n'oubliez pas, monsieur, nous sommes ici dans un salon du musée des colonies à Vincennes, construit en 1931 pour glorifier l'œuvre coloniale de la France au summum de sa réussite, car ça après une décadence s'est produite très rapidement jusqu'en 1940.
Dans les années 30, l'Empire se visite à Vincennes et l'imaginaire de l'Afrique prend la forme d'un Tata, le village fortifié soudanais où se déroule, comme il est dit dans les prospectus de la grande exposition qui fit rêver toute une génération, la comédie indigène. La France n'avait pas une vocation véritable, mais elle avait une tradition coloniale et elle avait aussi le désir, le goût personnel des aventures coloniales. L'action individualiste, les réflexes individualistes des Français, qui ont marqué aussi profondément notre expansion à l'extérieur, sont très remarquables. La preuve, c'est qu'il n'y a pas un territoire qui fut colonial dans le temps et la France, qui ne porte pas en étiquette le nom d'une personnalité. Ce n'est qu'un ruisseau qui flâne avant de se perdre dans le fleuve. Ici, Savorgnan de Brazza, harassé par une longue marche solitaire, planta son drapeau. Rêveur magnifique, chez qui le songe sans cesse avait nourri et soutenu l'action, il avait vaincu sans armes la nature la plus hostile et Stanley, l'adversaire le plus audacieux. Ce sont des individualités qui sont allées voir ailleurs et qui, autour d'elles, ont su, par un rayonnement propre, ont su créer des choses. Mais comme il n'y avait pas de fil conducteur initial, ni de pensée déterminée, l'Empire n'a jamais été cohérent. Si vous preniez le chant du tam-tam, vous entendriez notre louange. Les Français sont puissants, riches et généreux. Oh, nous ne sommes pas tout à fait dupes de tant d'enthousiasme. Un modeste cadeau alimente sa flamme. Le noir dit bien sa pensée qui est celle de millions de noirs. Nous sommes encore les Blancs, cette Afrique équatoriale, ont asservi la terre, l'eau et le ciel. Au temps des colonies, l'image du tirailleur sénégalais hésite entre celle du nègre hilar de Yabon Banania, qui transmet sa vigueur aux petits Français, celle du féroce guerrier des caricatures qui coupe les oreilles du Prussien, celle enfin du grand enfant fidèle à son tuteur blanc, au point d'en copier l'infatuation et les manies. L'événement important de Ngigmi est la visite au marché. On y respire la paix de l'Empire et les visages reflètent l'attachement cordial des indigènes aux représentants de la France. Un tam-tam s'organise spontanément en l'honneur des visiteurs. Danse hiératique. Il y avait deux choses dans le comportement du blanc français. Il y a d'abord le côté fanfaron, qui voulait se présenter comme quelqu'un à qui on ne la fait pas, et puis alors j'ai dit le nègre ceci, le machin cela, et ainsi de suite. Et la réalité qui était tout à fait différente, dans la brousse par exemple, ce n'est pas les quelques blancs qui existaient, que s'il y avait eu une notion de rejet d'une population tout entière, ils n'auraient pas pu s'y maintenir. Tandis que c'était parce qu'ils étaient parfaitement tolérés. D'ailleurs, les Africains se demandaient souvent ce que venait faire le blanc dans ce pays. Les Africains parlaient des blancs d'une façon très curieuse, qui était leur façon à eux, comme je dis, de les connaître. Ils ne méconnaissaient surtout pas l'importance de l'impact du blanc dans la vie de l'Afrique. Un soir, j'étais administrateur dans une forêt au sud du Cameroun, et j'étais d'être dans un village, on passait un temps considérable en route dans les villages. Et le soir, je discutais autour d'une cuvette en émail de Hong Kong, là, avec un morceau de viande de chasse et une sauce à l'huile de palme, et je mangeais avec le chef du village et les 5 ou 6 notables du village autour de la cuvette où l'on discutait. Moi, je faisais un effort tout particulier en ce temps-là pour apprendre le dialecte local. Non pas à le parler comme un orateur, mais pour savoir au moins les quelques centaines de mots indispensables à l'échange et à la communication. Et je demandais au chef comment on exprimait le mot blanc, par exemple. Et le chef me dit, c'est un Ewondo au sud du Nyong, il me répondait dans son dialecte, le blanc, la couleur blanche, c'est mfoum. Et le blanc, l'européen, c'est tangan. Ah bon. Ah, il me disait, attention, il y a un autre petit mot qui se dit, tu peux pas, un kessin, kesui, qui veut dire une petite bête qui a une longue queue.
Ah, je m'étonnais de cette queue, je lui disais, mais enfin, qu'est-ce que pourquoi tu appelles le blanc une bête qui a une longue queue? Il me dit, mais si, me dit le vieux. Parce que quand le blanc passe pour la première fois, il est tout petit, il est tout seul. Peut-être même que tu ne le rencontres pas si tu es en train de travailler dans ta plantation. Et puis, je sais pas, tu pourrais le faire disparaître, tu pourrais le tuer, il est tout seul, il est petit. Mais ne crois pas ça, il m'a dit. Parce que quand il y en a un qui est passé quelque part, plus rien n'est jamais pareil. Et aussi vieux que tu deviennes, il laisse derrière lui une queue de conséquences dont tu ne verras jamais la fin. Les phénomènes de contact entre le blanc et le noir, le phénomène d'interprétation que l'un ou de l'idée que l'un se faisait de l'autre, il est tout à fait fondamental dans ces relations-là. Parce que, d'abord, le blanc était en minorité. Il était sur la scène, lui, et il y avait des milliers de pères-dieux qui le contemplaient. Il était donc mieux observé qu'il n'avait la faculté, lui, d'observer les autres. Premier point. Le deuxième, c'est que le blanc a un grave défaut, qui est parfaitement d'ailleurs exprimé par les Africains, c'est qu'il ne voit que ce qu'il sait. Si c'est un théoricien ou un prédicateur quelconque, laïque ou religieux, il ne voit que ce qu'il croit. Et depuis longtemps, l'Africain s'est aperçu qu'il était très narcissique et il disait volontiers, et de toute façon, si tu veux qu'il ne voie rien, tu n'as qu'à lui renvoyer son image. Voici le moment de la palabre, prélude de tous travaux de colonisation. Avec le secours de l'interprète, l'officier va encourager l'effort de chacun. On n'a plus fait de caoutchouc depuis 13 ans, dit le lieutenant. Il faut en refaire. La France en a besoin. Chaque kilo sera payé 30 francs. L'appel tombé de la bouche même du chef blanc sera suivi. Les trois premières armes du colonisateur furent le fusil, la croix et le commerçant. Puis est venu le pouvoir des mulâtres. Les métis, comme Charles Manet, qui vit aujourd'hui en retraite à Dakar, sont restés les observateurs privilégiés des travers des Blancs comme des Noirs. L'encadrement en particulier des Blancs était assez mitigé. C'était assez mitigé. Vous avez deux sortes de Blancs. Le Blanc qui est un esprit colonialiste, qui ne voyait que l'Européen d'abord. Vous avez le Blanc, même dans les trucs, qui pensait à la mission civilisatrice de la France, qui était beaucoup plus humain, beaucoup plus attaché aux Africains. Bien souvent, je pense que l'armée coloniale servait à donner du rêve à des métropolitains qui étaient désœuvrés en France. D'ailleurs, ça se ressent aujourd'hui. L'armée coloniale étant dissoute, on sent qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à casser, ils jouent les gros bras autrement. Alors beaucoup venaient à la colonie, alors dans l'espoir d'y faire fortune ou bien de se fixer. Alors bien souvent, ils n'étaient pas tendres avec les Africains. Ils n'étaient pas tendres, alors surtout si l'Africain avait... qui sentait que l'Africain avait une certaine intelligence qui approchait la mentalité européenne, ou bien qu'il était un peu instruit, alors ça, il ne tolérait pas ça. Alors il fallait le brimer coûte que coûte, ou l'empêcher de jaillir. D'abord, il y avait les punitions corporelles, pour des gens qui arrivaient d'un peu partout de l'Afrique occidentale française, parce que je parle de l'Afrique française, des gens qui n'avaient pas fait l'école française, qui ne comprenaient pas un mot de français, qu'il fallait qu'ils obéissent tout de suite en français et qu'ils comprennent. C'était assez difficile pour eux. Il y avait une certaine atteinte à leur dignité, parce que pour marcher au pas, il fallait coûte que coûte les faire marcher le pas, soit en français. Et pour les faire marcher au pied, humiliation, comme des bêtes, on attachait un chiffon blanc sur le pied gauche, un chiffon rouge sur le pied droit, qui veut dire chiffon blanc 1, chiffon gauche 2. Chiffon blanc 1, chiffon gauche 2.
Extrait du manuel d'instruction militaire distribué dans les années 30 au cadre de l'armée coloniale. Le Mossy est brave. Guerrier, il fait après dressage un bon tirailleur. Fétichiste aux dents limées, il était il y a peu de temps encore anthropophage. Dans son obsession réglementaire, la coloniale va tenter d'organiser la diversité africaine en classant les ethnies par catégorie. Le terme tirailleur sénégalais recouvre en fait plusieurs populations de l'ex-AOF et AF. On s'exprimait avec les tirailleurs dans un sabir, où il y avait des mots français, souvent assez déformés, quelques mots de bambara, mais tout le monde comprenait. Car il ne faut pas oublier que dès 1854, le gouverneur Faidherbe insistait sur l'enseignement des Français aux militaires autochtones. Alors, c'était rituel. Après la sieste, il y avait l'heure de français. Alors, devant un auditoire assoupi, un caporal montrait un caleçon et il disait « ça, c'est le caleçon ». Et tous les tirailleurs répétaient d'une voix ensommeillée « ça, c'est caleçon ». Ça, c'est le fusil mitrailleur 24-29. Et tout le monde répétait. Et que quand cette leçon avait lieu dans les chambrées, elle était souvent ponctuée de sonneries de réveil matin, car tous les tirailleurs ayant acheté une horloge à Manu France, et cette horloge étant réglée selon des horaires différentes, toutes les 5 minutes, une sonnerie résonnait parmi l'auditoire, qui allait tomber d'ailleurs très certainement dans les bras de Morphée. Je n'ai jamais voulu utiliser cette langue des tirailleurs sénégalais. Toi, il y a bon, moi, il y a bon, et tout ça, je ne l'ai jamais dit. Et chaque fois d'ailleurs que j'avais affaire avec un blanc, un français, on m'a toujours parlé de cette manière, de cette façon. Parce que, ne sachant pas si je pouvais m'exprimer à peu près potablement en français, on me disait alors qu'il y a bon. Moi, je ne répondais pas dans ce sens. Je répondais comme je peux, comme je sais. Alors, en fin de compte, il me dit, mais tu parles bien français. Mais il parle bien français. Il s'adresse aux autres. Il dit, mais vous pouvez voir, il y a un nègre qui parle bien français ici. La conscription de masse des années 14-18, encouragée avec passion par le député africain Blaise Diagne, qui croyait en l'égalité des droits en échange du sang versé, va succéder l'engagement sélectif, toujours plus ou moins volontaire, dans les années 30. Principaux arguments des officiers recruteurs. L'exaltation des vertus guerrières, le pécule, mais aussi l'assurance d'un petit emploi administratif dès le retour au pays. Zone essentielle de prospection, la Haute-Volta, le Mali, la Guinée. Se battre est naturel. Être guerrier est un état. On peut trouver, je vais vous citer un exemple qui est tout à fait étonnant, qui m'est arrivé dans le nord du Cameroun, chez les tribus les plus primitives du nord du Cameroun. Un jour, j'avais arbitré un différend entre deux villages qui avaient dû faire quelque chose comme 17 morts. Ils étaient de chaque côté d'une rivière profonde, et bon, les deux villages s'étaient attaqués, ils s'attaquaient périodiquement d'ailleurs. Et comme il y avait 17 morts d'un côté et 4 ou 5 de l'autre, il y avait des prix de sang à payer. L'arbitrage et l'administration étaient indispensables pour empêcher les vendettas à l'infini et les haines qui auraient pu se développer. Alors, moi, je disais au chef, comment t'es-tu lancé dans cette opération ridicule, parce que c'était un quiproquo initial qui avait déclenché l'affaire. Comment tu t'es lancé là-dessus? Tu te rends compte de faire 17 morts? Il m'a dit, écoute, moi, l'an dernier, on m'a dit que toi, dans ton pays, il y a 2 tribus importantes, il y a les Français, dont tu es, et les Allemands. Vous êtes de chaque côté d'un marigot vous-même, et vous paraît-il que vous faites des guerres constamment, où vous tuez des millions de types, hein, des millions. Alors, qu'est-ce que tu viens me chercher des histoires avec mes 15 ou 16 gars?
Tu sais, les hommes, c'est comme ça. Les hommes naissent, ils procréent, ils combattent et ils meurent. Eh bien, c'est mieux de mourir quand on est un guerrier que de devenir un vieillard impotent. On nous disait toujours que les Gaulois sont nos ancêtres. Évidemment, la France pour nous, c'est la belle France. C'était la France que nous voulions voir. C'était la France, la mère patrie. C'était la belle France, la généreuse France. On a toujours parlé de sa générosité. Et alors, on aimait la France. On faisait de la France une image vraiment très respectable, très élogieuse. Alors, et ce qui fait que nous avons toujours aimé cette mère patrie. Et à l'époque, personne ne faisait un discours sans faire la conclusion de cette mère patrie que nous aimons tant, que nous respectons tant et que nous défendons tant. C'est au sourire de l'inévitable alsacienne qu'une propagande infantile recourt pour exalter la mère patrie et mobiliser pour voler à son secours quelques 250 000 tirailleurs sénégalais en 1939. Fêtez, et ici à la frontière plus encore que partout ailleurs, allez confiants vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. Personnellement, on m'a toujours dit que les Allemands n'étaient pas des hommes comme nous. C'est des barbares, c'est des... tout ce qu'on veut. Comme d'ailleurs on leur disait à eux aussi que nous, les Africains, nous étions des sauvages. On mangeait de la chair humaine et qu'on coupait ceci et cela. Et puisqu'il faut bien trouver une cause à cet engagement des Africains, on ressort le vieux thème de la barbarie allemande et l'image du cochon de Prussien. Mais les Allemands qui n'ont jamais admis l'emploi des troupes noires en Europe n'en resteront pas aux caricatures. Après l'effondrement français en juin 40, ils massacreront des compagnies entières de tirailleurs sénégalais prisonniers. Das sind die schwarzen Brüder des Poilus. Diese wilden Horden waren aufgeboten, ganz Deutschland zu unterjochen. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. Und das die Barbaren. Nous avions subi la défaite avec la même rancœur que les Français avaient subi cette défaite de 40, mais avec surprise, puisque la propagande officielle, que ce soit les actualités dans les cinémas qui nous montraient le niveau de préparation des troupes, le niveau de préparation des soldats, était tel que, avec la ligne Maginot qui nous était montrée au cinéma comme une ligne infranchissable avec ses canons, il était impossible que brusquement que les lignes puissent être enfoncées et que la défaite puisse intervenir de façon si rapide. C'était incompréhensible, ça a été très très précipité. Donc nous avons senti avec beaucoup d'amertume cette situation, cette humiliation d'avoir été défait et battu. Certaines personnes ici n'ont pas accepté la débâcle, ils sont comportés comme un Français. Il y en a qui ont rejoint d'eux-mêmes De Gaulle, il y en a qui étaient résistants ici, à Dakar, des civils comme des militaires. Il y en a qui ont été fusillés comme résistants ici à Fann.
beaucoup d'Africains. Alors on se cachait comme en France pour écouter Londres. Comment faire le poids vis-à-vis des Anglais, c'est bien beau, on est alliés, mais quand on est alliés les poches vides, vous devenez vassal de ce type-là, vous n'avez plus le droit à la parole. Heureusement, il y avait les colonies. Alors De Gaulle s'est rabattu sur ces colonies, avec l'aide du noir Félix Houphouët, que tout le monde connaît. Ces gens-là ont rallié, et ça a permis à la France d'avoir des troupes, et puis de se rehausser comme puissance combattante. Mais sans l'apport de ces Noirs-là, mais il n'y aurait pas de France libre. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. À l'appel du général de Gaulle, Eboué dresse le Tchad dans la guerre. Avec l'Armina, l'Afrique française libre se lève sous la flamme de combat à Croix-de-Lorraine. Quand les troupes de Leclerc ont débarqué en France, c'est en majorité des coloniaux. Et qui dit coloniaux, dit noirs. Forcément, l'encadrement peut être des Européens, mais il y a toujours le gros de la troupe, c'était des Noirs. Alors, la 9e DIC est rentrée avec la 2e DB, la majorité, c'était des troupes noires. Dès qu'ils sont rentrés à Paris, qu'on a vu que De Gaulle est rentré à Paris avec la 2e DB, on a blanchi les troupes. Le 6e RTS est devenu 6e RIC. Le recrutement s'est fait par des jeunes de l'Est venant de la Haute-Marne et d'ailleurs. Pourquoi, à votre avis ? Parce que la France ne voulait pas donner l'impression aux Alliés ou aux Allemands qu'elle a gagné grâce à des Noirs. À l'arrière, la guerre se transforme en roman photo et le tirailleur en permission découvre les lumières de Paris. Celui de 40 en était encore comme celui de 14 ébloui. Mais 40 ans plus tard, en refaisant le même parcours, l'adjudant Bourama Diémé ne voit qu'indifférence et abandon. Aucun passant ne remarque cette grande silhouette noire barrée de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, et ce non-regard, c'est comme si les hommes n'existaient qu'au nord et que ceux du sud n'étaient que des figurants. À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives. En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant 5 ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar. Le soleil du retour, ce sera les baraquements du camp de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, où seront parqués les tirailleurs rentrant des stalags ou des maquis. Le monde a basculé avec les capitulations du Troisième Reich, mais pour l'administration coloniale restée sur place, rien n'a changé. En refusant de payer tous leurs arriérés de soldes et de reconnaître les titres acquis par certains dans la résistance en France, elle pousse les tirailleurs à l'émeute. Le 1er décembre 1944, appelés en renfort, des unités du 1er, du 7e RTS, ainsi que des gendarmes, ouvriront le feu sur les rapatriés pour établir l'ordre. 35 des mutins seront tués, 33 blessés et 48 emprisonnés. Parmi eux, Doudou Diallo, futur député et 2e adjoint au maire de Dakar. On a dû donner l'ordre de venir et tuer des gens froidement, parce que des hommes sans armes, des hommes qui ont fait 4 ans de captivité, des hommes qui ont fait le maquis, des hommes qui sont venus jusqu'au seuil de leur porte. On tire dessus. Je pense que le problème de camp de Tiaroy,
comme on l'a toujours dit, est évidemment une question de pécule, des arriérés de sol de captivité, de ceci, là. Tout cela, c'est vrai. Mais c'est aussi le tirailleur, le nouveau tirailleur, qui n'est pas l'ancien tirailleur. L'ancien tirailleur était ce qu'il était. Le nouveau tirailleur, c'est le tirailleur qui a fait la guerre, comme tous les Français qui ont fait la guerre. C'est celui qui a fait la résistance, c'est celui qui a fait la captivité, c'est celui qui a écouté également le discours de Brazzaville, du général de Gaulle, Brazzaville, qui est revenu dans son pays et qui pense pouvoir être citoyen à part entière, avec tous ceux qui ont servi sous le même drapeau que lui pendant la guerre. Ce citoyen a toujours dit, et il le dit encore une fois, que la balle ne fait pas de différence entre le blanc et le noir. Le monde semble immobile aussi dans les oflags, les camps réservés aux officiers prisonniers. Pendant les années de captivité, et malgré la défaite, certains cadres de l'armée coloniale ressassent le vieux discours du racisme ordinaire, tel qu'il a pu être noté jour après jour par René Dutel. La colonie et les tirailleurs. Il vaudrait mieux pour la colonie que de tous les Noirs qui ont combattu en France, aucun ne revienne en Afrique. Ils y ont pris de mauvaises habitudes. Les Blancs sont perdus dans leur estime. Ils ne les craignent plus. Bien peu se remettent au travail. Ils terrorisent leur village, chéchèrent sur la tête. Dans les plantations, ce sont les plus fainéants, les plus palabreurs, les mauvaises têtes. En captivité, sur tous les carnets, j'ai noté les conversations que j'avais avec mes anciens connaissant l'Afrique. Cette opinion n'est pas la mienne, bien entendu, mais je tiens à ce qu'elle soit rendue publique parce qu'elle était, quitte à m'attirer de gros ennuis de la part de certains de mes camarades, parce qu'elle correspondait à une mentalité de l'époque, indiscutablement. Même si ces conversations sont surtout le fait de colons ou d'employés mobilisés, elles sont la manifestation pitoyable du double langage qui a caractérisé l'histoire de l'emploi des tirailleurs sénégalais. Amadouba, démobilisé, va revoir son village. C'est Diongone, dans le secteur de Kaolack. Il y a longtemps que l'on guette l'arrivant. Les plus jeunes revendiquent l'honneur de porter ses bagages. Une véritable escorte l'accompagne dans la dernière étape du grand voyage. Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les gaz sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. Bien loin du paternalisme des Blancs, le maréchal des logis-chefs Isidore Diémé ne veut lui se souvenir que de l'honneur gagné à Dien Bien Phu. Je m'appelle Isidore Diémé, matricule 34464, de la 4e régiment d'artillerie coloniale, que j'ai servi à Dien Bien Phu, du commencement jusqu'à le jour qui est tombé. En ce moment, je me suis engagé, ouais, c'est pour, si j'ai accompli mon devoir jusqu'à terminer, d'être au moins comme mes camarades. Ils sont servis sous le drapeau français, qui sont défendus l'honneur et la patrie. Ma maison natale. C'est là où j'ai quitté et en gros, comme tu vois. Viens, je vais te visiter la maison. Voilà, je te montre le canot qu'on a tiré à Dien Bien Phu.
De 1948 à 1954, 60 000 tirailleurs sénégalais furent engagés au Vietnam. Ils furent essentiellement employés à la construction et à la garde des postes, sorte de lignes Maginot, voulues par de Lattre pour protéger le delta tonkinois. À mon avis, l'utilisation des tirailleurs sénégalais en Indochine n'a pas été une chose heureuse. Il eût mieux valu, comme voulait le général de Lattre, augmenter la capacité et les effectifs des armées nationales qui, ainsi, auraient été à même de défendre leur territoire. Les Sénégalais étaient un peu perdus dans cet immense Tonkin, car ils avaient affaire à un ennemi extraordinairement rusé. Il faut bien dire qu'à l'époque, le Sénégalais était un peu naïf. Alors cette guerre de mines, cette guerre de chausses-trappes, cette guerre où on tombait dans des trous garnis de bambou, où l'ennemi se dissimulait toujours. Et c'est ça, justement, que l'Africain n'admettait pas. Ce n'était de ne jamais voir l'ennemi. En somme, en 39-40, dans les grandes batailles rangées qu'il y a eu, ils voyaient les panzers allemands, ils voyaient les soldats allemands qui montaient à l'attaque. Mais là, ils ne l'ont jamais vu. Alors ils étaient un peu perdus. Alors Émile, voilà le camarade Bourama, 40 ans après. Merci. Bonne année. Bonne année, oui. Ben, mon vieux, ça fait 41 ans. Hein. Ouais. 41 ans. Ouais, je ici. Ça va. Voilà, tu vois, il est en bonne santé. Il est en pleine forme, ouais. Il est toujours aussi grand. Ça va. Tu le reconnais, là? Ah oui, la première compagnie. Oui. Sauf que j'ai plus de cheveux, moi. Oui. Puis tu avais la barbe. Tu étais plus maigre. À une époque. Tu étais plus maigre. À une époque, et j'étais plus maigre. Tu le reconnais, toi, Bourama? Très bien. Oui. Rentrez. Tu te rappelles de l'attaque de ton poste. Je te dis, tu te rappelleras toute ta vie, là. Quand vous avez été attaqué pendant 2 nuits consécutives contre deux bataillons qui vous attaquaient. Hein. Deux bataillons qui attaquaient une section. Hein. Et vous avez résisté pendant 2 nuits, hein, sans renfort et sans appui d'artillerie. Hein. Et c'est là que tu t'es distingué en sortant du blocos là, pour tirer sur les vagues d'assaut avec ton fusil mitrailleur. Là. Oui, parce qu'en voyant, depuis ils sont venus nous cercler. Ils ont tout fait TCV, il y a 4 volcos, quoi. Alors moi, mon volcos, c'était devant des portes. Alors quand l'arrêtement est bien ouvert, les camions entrent. Alors, ils ont rompu tous les postes là. Il reste maintenant mon poste. Je dis, les soldats, les premiers qui crient ici, soient tués. Maintenant, on est prêt pour mourir ou sauver. On va se défendre. Alors moi, je vais ouvrir le volcos et la porte, ou rester dedans, tirer. Moi, je vais rester devant des portes avec mon PM. Les premiers qui crient ici, je vais te tuer. Maintenant, on est prêt pour mourir ou sauver. Je sortais avec 4 garnats, avec 4 boîtes de sarceaux. Je restais devant des portes. Quand ils crient là, seulement allez, j'ouvre le feu. En s'entendant, je criais. Voilà, je branchais les grenades. Je criais, je dis qu'on n'a qu'à venir. On a assez nombreux ici. Pour les faire peur, quoi. Alors c'est comme ça qu'on a fait. Surtout quand ça a commencé à faire le jour, ils ont replié. Piloté dans ses recherches par le colonel Rive et aidé par l'administration des troupes de marine, l'adjudant Bourama poursuit sa quête d'identité. De bureau en bureau, il tente de reconstituer ses états de service dans l'armée française, gommé par sa mutation d'office après l'indépendance dans l'armée sénégalaise en 1961. Est-ce que vous avez le complément de dossier du tirailleur Bourama Diémé du 16e RTS en 1939-1940? Oui, pour ça, il faudra aller à l'étage. Ça se trouve à la section Histoire. Aujourd'hui en France, il vit avec l'équivalent du RMI, revenu minimum d'insertion, alors qu'avec ses titres de guerre, il peut prétendre à condition d'être naturalisé à une retraite conséquente. Alors, tu vois, Bourama, avec tous ces papiers,
on va quand même pouvoir compléter ton dossier de naturalisation. Médaille militaire française que j'ai pu obtenir à Diemelfou parce que je suis blessé. Croix de guerre avec étoile de merveille que j'ai obtenue à Diemelfou par mon bravoure. Ça, c'est la médaille du combattant. Aujourd'hui président des anciens combattants de Ziguinchor, Isidore Diémé s'efforce de régler les dossiers en suspens de ses camarades. Mais de toute cette paperasserie, une seule chose domine pour eux, l'injustice. Bonjour. Ça va les camarades? Ça va? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, alors ça ne va pas du tout. Nous avons fait notre demande. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Vraiment, là, on est fatigué parce qu'on nous a mouillés. On est mouillés. Hein? Ça ne va pas. Mes chers camarades, j'ai entendu vos revendications. Vos revendications qui nous concernent, nous tous, les anciens combattants de l'Afrique. Vos revendications, question de pension, qui n'est pas suffisante. Et maintenant, et aussi pour question de nos enfants qui veulent partir en France pour chercher leur emploi ou bien continuer leurs études, on leur demande des visas, de n'importe quoi, de quel papier, et que leur père a déjà souffert pour la France. Et nous tous, on est de même chose. Dans les mêmes pieds, on a défendu ces mêmes couleurs. On a versé nos sangs pour ça. On a servi en Indochine, on a servi en Algérie, et finalement, ils savaient bien qu'on allait à l'indépendance. Ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas changé de statut ni rien. Ils nous ont laissés comme tels, et jusqu'en 60, 62, 60, on dit, allez, ils nous ont démis tout le monde en masse dehors. Bon, dehors, les gens ont été démobilisés, avec, il était bien dit, sur l'ordre de démobilisation, droit à pension. Les gens ont joui de cette pension pour les Africains du Sénégal, hein, parce que c'est jusqu'en 76. En 76, on a cristallisé ces pensions-là. C'est-à-dire ce qui revient pour 100 francs que touche un Français, l'Africain touchera environ 35 francs. Alors là, le bas blesse. Parce que pour le même service, eh ben, c'est pas juste. Un des derniers liens qui rattachent les tirailleurs à la France, le paiement semestriel de la pension à la pairie de l'ambassade de France à Dakar. Selon l'administration du secrétariat d'État aux anciens combattants, sa moyenne mensuelle, plafonnée après l'indépendance, serait actuellement de 90 000 francs CFA, soit 1800 francs français, à peu près l'équivalent du SMIC local en Afrique. En réalité, un grand nombre d'entre eux ne touchent que 30 francs par mois, montant non de la retraite, mais de ce qui est alloué aux possesseurs de la simple carte d'ancien combattant, seule pièce attribuée aux tirailleurs ayant combattu entre 1939 et 1945. Le droit à la retraite exige en effet d'avoir été au service de l'armée française pendant 15 ans. Merci. À peine les tirailleurs ont-ils touché leur maigre pécule qu'ils retrouvent à la sortie de la pairie les usuriers qui leur ont avancé le semestre précédent l'argent nécessaire à leur survie. Et pour oublier sa misère et se souvenir un instant qu'on a été un guerrier, il ne reste plus qu'à marchander des croix de guerre aux vendeurs de médailles. Sur le plan de l'honneur, sur le plan du comportement, sur le plan de l'amélioration de la formation de l'homme, le tirailleur sénégalais a beaucoup pris de l'organisation moderne de la vie en société. Je crois que sur ce plan-là, le bilan est positif. Les amis de la France étaient les anciens combattants, puisqu'on ne peut pas être plus amis
que de verser son sang pour une nation. C'est troublant de cet argument du droit des sangs. Mais je comprends parfaitement l'attitude des personnes qui invoquent cet argument. Ils se situent dans une époque et dans des conditions qui ne sont plus les mêmes, où les descendants des tirailleurs et autres sont, par suite des relations que nos pays ont eues avec l'Europe, avec la France, puisque c'est la France qui nous intéresse, devant les difficultés de la vie au pays, sont montés soit pour aller dans les écoles, soit pour chercher du travail. Mais si du travail était créé, des conditions de travail, des conditions normales de travail étaient créées dans leur pays, je ne pense pas qu'ils aient eu le besoin d'aller faire du travail à l'extérieur au point de déranger les plus susceptibles, mettons, de la population française qui emploie ce vocable-là. Mais si c'est un problème de sang, à ce moment-là, nous allons redevenir plus français que les Français, puisque nous avons versé le sang. Notre sang se trouve en Champagne, notre sang se trouve dans la Somme, notre sang se trouve à Strasbourg, notre sang se trouve à Toulon, notre sang se trouve du côté de Besançon et dans les Vosges. Nous avons coulé notre sang en Italie et partout. À ce moment-là, le droit du sang ce droit nous donnerait le droit de demeurer français autant que ceux qui le prononcent actuellement, et dont il faudrait savoir d'ailleurs d'où viennent leur sang à ceux-là. Vraiment 15 000 francs c'est cher. Non, là, moi, je peux te payer à 7 000 francs. Ah non, je ne vends pas 7 000 francs. Bon, non, et ça, les croix de guerre. Ça, c'est la croix de guerre. Marquez les pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquez les pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant. Moi, je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque, marquez les pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquez les pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est